Je suis né en Guadeloupe. J'ai fait mon primaire, collège et lycée en Guadeloupe. J'ai fait mon lycée au lycée général technologique de Bainbridge. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la politique, un peu au collège, mais vraiment au lycée. Euh, Par rapport à des choses me dérangeaient. J'observais le quotidien, je commençais à regarder le 20h avec mon père, et ça me dérangeait. Ce que j'entendais sonnait faux. Ce que j'entendais sonnait consensuel, manipulateur, mais grossièrement. Un peu comme dans les cours d'histoire, on étudie la propagande sous l'URSS. On me dit, regardez les enfants, c'est ridicule, comment est-ce que les gens ont pu tomber dans de la propagande pareille, c'est absurde. Et j'avais vraiment l'impression de dire, mais vous parlez, mais c'est pas mieux aujourd'hui. Alors, la propagande journalistique, elle est devenue beaucoup plus grossière aujourd'hui en 2024 qu'elle était au début des années 2000, mais elle était quand même déjà, c'était des grosses mailles, hein, on était déjà dans le gros ridicule. Et à mesure que j'observais, on revient à l'élément fondateur, l'élément fort de la naissance de mon opinion politique, qui est le duel Jacques Chirac-Jean-Marie Le Pen au début du XXIe siècle. Quelques très peu de temps après les attentats du 11 septembre. Et j'étais effaré par cette prise de position dogmatique, complètement indiscutable. Vous n'aviez pas le droit d'avoir une opinion. Vous deviez répéter. On allait chercher des stars du cinéma, de la musique. On nous diffusait le soir le spot publicitaire de on a enregistré en France, vous voyez les enfants, des stars qui viennent nous dire que c'est pas bien le Front National. Donc j'attendais des arguments. Pourquoi c'est pas bien le Front National? Parce que moi, jeune nationaliste, je commençais à développer mon idée que j'étais nationaliste. Mes grands-parents sont des soldats qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai un grand-père qui a la Légion d'honneur. Ma grand-mère a elle-même fait transiter les plans du débarquement. Donc l'idée d'être nationaliste, d'être patriote, ça coulait de source pour moi. Donc, en quoi le seul parti qui revendiquait du nationalisme, ça pouvait être mal? J'avais besoin qu'on m'explique. Et tout ce qu'on m'a donné comme réponse, c'est une vidéo de 5 secondes de Gérard Depardieu qui dit « Cet homme est dangereux ». En quoi? Et personne ne pouvait y répondre parce qu'on n'avait pas le droit de poser la question. Ça a commencé un peu à me déranger. J'ai creusé la question et toutes les personnes à qui je posais la question me disaient que je ne comprenais pas, il n'y avait même pas à poser la question, c'est comme ça et c'est tout. J'acceptais pas. Et le débat est interdit. Et on arrive à un point où tout le monde célèbre la République parce que Jacques Chirac déclare non, je veux pas faire de débat de l'entre-deux tours avec Jean-Marie Le Pen. Tout le monde applaudit. Extraordinaire, il refuse le débat. Vous refusez le débat, le président refuse de débattre avec le candidat, et c'est la démocratie. Oui, parce qu'on ne débat pas avec tout le monde, me répond-on. Parce que t'as peur de perdre. Ah non, c'est parce que question de... Chaque fois que je répondais à quelque chose qui me semblait être légitime, en tout cas, j'avais 18 ans, hein, j'étais pas en Guadeloupe, j'étais pas dans la cocarde étudiante, ça n'existait pas. Les propagandes socialistes à l'école, c'était le professeur d'histoire qui pleure parce que Jospin a perdu. Pas parce que Le Pen est au deuxième tour, parce que Jospin a perdu. Et des professeurs qui m'expliquaient qu'il fallait voter pour madame, comment elle s'appelle déjà, Taubira, parce qu'elle était noire comme eux. Et que du coup, les enfants, il faut que vous disiez à vos parents de voter madame Taubira, à l'école publique. On n'est pas dans le privé. Des professeurs payés par vos impôts faisaient la propagande raciale et politique auprès des enfants. C'est parfaitement illégal, ça ne choquait personne. Par contre, j'avais pas le droit de poser des questions. Ça m'a beaucoup interpellé. Le racisme pur et dur à l'encontre des populations blanches, mais aussi des populations indiennes et asiatiques,
a toujours fait partie de la société guadeloupéenne. On est invisibilisé, il n'y a pas de publicité avec nous. On n'a pas le droit de se plaindre. Notre opinion ne compte pas. Jusqu'à l'école. J'espère que ça n'est plus comme ça, mais j'ai vécu quelques expériences avec des professeurs qui s'assuraient bien de nous faire comprendre qu'ils allaient se venger de leur haine de diverses races sur les enfants dont ils avaient la charge. Je croyais naïvement, étant enfant, que les choses allaient changer. Malheureusement, le sort des sociétés multiculturelles étant ce qu'il est, et le sentiment national n'ayant jamais été enseigné sous nos latitudes, j'ai l'impression que la situation devient pire qu'elle n'était en fait. Quand moi j'étais jeune, et elle était déjà pas géniale. Alors oui, le wokisme à l'heure actuelle jette de l'huile sur le feu, mais ça c'est une situation mondiale. La Guadeloupe est un microcosme qui n'est pas au fait de ces choses-là. Il y a très peu d'ordinateurs par foyer. Ce sont les mêmes vieux démons qui continuent à habiter, les mêmes vieilles personnes qui transmettent cette haine à leurs enfants. Pendant le Covid, on était littéralement tous à la même enseigne. J'ai réussi à ne jamais me faire vacciner durant toute cette fausse crise. Je pensais que s'il y avait deux camps, entre guillemets, c'était les camps que le gouvernement avait instaurés, les vaccinés contre les non-vaccinés. Et puis, battez-vous, comme ça, divisé pour mieux régner. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que ces camps avaient exacerbé surtout une haine farouche à l'encontre des Blancs, des plus clairs en tout cas. Les Asiatiques ont eu leur petite dose parce qu'ils étaient accusés d'être ceux qui étaient vecteurs du Covid, comme s'ils, je sais pas, c'était dans leurs vêtements, dans leur ADN, ils ont le Covid en 21e gène peut-être. Les Blancs étaient accusés d'être de mèche tous avec Pfizer. Si je pouvais avoir des actions Pfizer, ce serait sympa, quelqu'un. On m'a dit qu'il y aurait des privilèges. Et les Indiens, parce que comme ils sont pas suffisamment foncés pour le goût de certains de nos compatriotes, donc ils sont blancs coupables par association. Donc c'était très surprenant de voir cette dimension supplémentaire de conflit, là où la situation était déjà bien assez complexe. Je suis assez inquiet des relations sociales, du tissu social des Antilles dans les générations à venir. Pas simplement les années, dans les générations à venir. Où on parlait en cours d'éducation civique, une fois n'est pas coutume, je suivais. C'est arrivé, il y a un élève, une fois, il a écouté en cours d'éducation civique. Désolé les profs d'éducation civique, personne ne vous aime. Et on parlait de la question des compatriotes. En règle générale. Du coup, je disais naïvement à un de mes camarades, moi, oui, c'est quelqu'un qui est un compatriote. Moi, j'ai toujours été pour la préférence nationale. Quelqu'un qui est un compatriote est un compatriote. Donc je devrais toujours, qu'importe la situation dans laquelle je suis, je devrais toujours donner de la préférence à quelqu'un qui partage ma nationalité. Ce à quoi mon camarade de classe, une école privée très chère, donc dont les parents étaient des personnes de la place, ou en tout cas des hauts fonctionnaires, m'a répondu tac au tac, non. Tu n'es pas mon compatriote. Mon compatriote, c'est un noir comme moi. On avait 13 ans, 14 ans. C'est cette continuité, mais il a soulevé la question que l'identité raciale était plus forte que l'identité nationale, parce que l'identité nationale n'existait pas, parce qu'elle n'a jamais été enseignée. La République
a soif d'adopter tous les enfants du monde et néglige ses enfants. Si elle pouvait prendre 2 minutes pour se rappeler qu'on existe et leur rappeler que on est censé être tous dans la même famille, sans aucune considération racialiste ou religieuse, ce serait déjà un premier grand pas. Aujourd'hui, le symbole le plus simple, le plus basique, le plus bateau, hein, le drapeau il est bleu, blanc, rouge, donc on n'a pas c'est pas le drapeau du Mexique, on n'a pas besoin de passer une licence en dessin pour le dessiner. J'aimerais bien lancer le défi à une dizaine de Guadeloupéens au hasard, mais même en métropole d'ailleurs, de me chanter les 6 couplets de la Marseillaise. Même le premier. Celui au début du football, vous savez. Voilà, c'est le seul moment où vous la connaissez, semble-t-il. Bon ben voilà, sans la musique en fond, sans les autres qui chantent, je voudrais bien demander à une centaine de personnes au hasard de me chanter le premier couplet de la Marseillaise. Oui, il y a d'autres couplets, hein, il y en a 6. Ce serait un début. Les Américains, tous les matins, ils se lèvent, ils mettent la main sur le cœur et ils récitent leur Pledge of Allegiance en regardant le drapeau. Quand ils ont arrêté, l'Amérique, c'est ce que est devenu, l'épave que c'est devenu. C'est de là que tout est parti. Donc j'ai commencé à accumuler ces réflexions qui n'ont fait que s'accumuler au fur et à mesure des années, puisque c'est vraiment devenu un cirque de plus en plus évident, de plus en plus mal rodé, au fur et à mesure que le show se termine, que les artifices ne fonctionnent plus. Et du coup, j'ai eu une motivation un jour de me dire, bon, ces idées me trottent dans la tête depuis plus de 20 ans maintenant, je vais les mettre sur le papier pour que je puisse libérer mon esprit de ces choses-là. Et au fur et à mesure, je me suis pris au jeu, j'ai commencé à écrire des pages. J'ai dit, tiens, si j'écris une introduction et une conclusion, ça pourrait peut-être faire un livre. Je me suis retrouvé avec 150 pages, j'ai enlevé les gros mots, je me suis retrouvé à 90 pages, je me suis dit, il va falloir que j'en rajoute 2 ou 3 chapitres au passage. Et c'est la genèse de mon livre.